à 13h, c'est le carrefour de l'info sur Arabelle. De retour dans le carrefour de l'info, le jeudi 2 juin aura lieu l'inauguration des 6 logements modulaires pour personnes sans abri installés à Forêt. Un projet qui a été encadré par l'ASBL Infirmiers de rue. Justement, pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir à notre micro le responsable des projets modules. Maxime Bonnard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour commencer. Avec plaisir. Le plaisir est pour nous. Avant de parler de ces logements, qu'on appelle également Tiny Desk, on le précise, peut-être un mot sur l'inauguration demain. Maxime, de quoi il sera question et où est-ce que ça va se passer ? Et donc le terrain se trouve juste derrière la maison communale de Forêt. Et donc c'est l'occasion en fait de fêter la fin du projet sur le terrain. Donc les 6 modules sont maintenant arrivés. 5 sont occupés, donc le 5e est occupé à partir d'aujourd'hui, il signe son bail, le futur locataire. Et le dernier sera occupé au courant du mois de juin, donc c'était un peu l'occasion de marquer le coup, en présence des officiels, donc ceux qui nous soutiennent, les partenaires, par exemple le propriétaire du terrain qui est CityDev, et la commune de Forêt aussi, qui a vraiment été d'une grande aide tout au long de la procédure, pour la mise en place en tout cas du permis d'urbanisme et autres. Et donc voilà. Et c'est l'occasion aussi d'inviter tous les riverains et toutes les personnes qui sont intéressées par l'habitat modulaire ici à Bruxelles de venir voir un petit peu. On pourra y aller quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y aura un petit drink pour ceux qui veulent. Essentiellement, les locataires sont des personnes qui étaient en rue, c'est ça, tout, hein ? Oui, c'est ça. Donc ce sont des personnes qui sont suivies par la ASBL Infirmiers de rue. Et donc le projet en fait est né pour pouvoir sortir ces personnes de la rue. En fait, on s'est vraiment rendu compte, c'est tout le programme Housing First qui met en place des logements pour les personnes sans abri, et c'est vraiment une condition sine qua non et la plus importante. Il faut d'abord qu'ils aient un logement pour pouvoir aller mieux. Tout à fait. Et donc c'était une opportunité, et voilà, maintenant on voit que ça prend et on voit que ça commence à fonctionner. On a de très chouettes retours. Justement, c'est ce que je voulais vous demander, mais peut-être avant sur les origines, d'où vient cette idée de Tiny House ? L'idée est apparue dans la tête des responsables de la SBL plus ou moins aux alentours de 2016-2017, où ils se sont rendus compte en fait, qu'il était très difficile, et ça prenait surtout énormément de temps, de capter des logements, on va dire, classiques, via les CISP, via les AIS ou via du privé. Dès qu'il y avait des constructions, à chaque fois c'était 7-8 ans d'attente avant d'avoir un logement. Et donc ils se sont dit, mais ça serait quand même pas mal de trouver une solution de pouvoir créer nos propres logements dont on serait propriétaire, donc on en est responsable, et on pourrait essayer de les mettre à disposition plus rapidement. Et donc ils ont un peu cherché à gauche et à droite, et puis après ils se sont penchés donc, vers l'habitat modulaire. Donc il faut s'imaginer, c'est un peu comme un gros container avec un bardage bois, donc on fait quand même très attention aussi à l'esthétique. C'est du préfabriqué, hein, c'est bien ça. Oui, c'est fabriqué en usine, dans un atelier, et ça arrive en une pièce sur le terrain. Donc c'est du bois, c'est ça ? Oui, ossature bois, construction bois. Il y a juste un châssis métallique qui nous permet de ou bien mettre des roues de placement pour placer le module sur le terrain, ou alors on peut le soulever avec une grue. Et donc ça dépend en fait de la disposition du terrain, ce qui est le plus facile à mettre en place. On reviendra sur la question évidemment du terrain, mais dans les logements, qu'est-ce qu'on y trouve en général dans ces logements ? Est-ce que c'est un petit peu équipé ou est-ce qu'il n'y a rien du tout ? Voilà, qu'est-ce qu'on y trouve ? Oui, non, c'est équipé. C'est comme un petit studio, en fait. Studio, une pièce. Donc, ils font 26 mètres carrés pour respecter les normes du logement en région bruxelloise. Et donc, il vient vraiment avec le minimum, mais tout le confort nécessaire. Donc, on est tout à l'électricité. Donc, on n'est pas raccordé au gaz, donc c'est chauffage électrique. Chauffe-eau électrique pour l'eau chaude, et il y a tac électrique de nouveau, frigo, il y a une douche. Donc c'est équipé quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est équipé, c'est très très minimaliste. Après le locataire fait ce qu'il veut, mais donc voilà, c'est. Et Maxime, vous avez évoqué les retours. Quels sont les retours parce que voilà, vous vous déplacez quotidiennement, on imagine, à côté pour voir un petit peu comment ça se passe. Quels sont les retours que vous avez pu avoir des locataires ? Quand même assez positif. On a un peu les deux. C'est toujours très positif. Certains voient le module comme étant vraiment une solution durable et ne se verraient pas ailleurs. Parce que parfois aussi, certains ont testé des logements plus classiques dans des bâtiments. Et en fait, il y a souvent parfois des problèmes de voisinage, parfois un sentiment d'enfermement, alors que ces personnes-là ont vécu à la rue quand même, parfois pendant de très longues années. Ça peut être très déroutant pour eux, alors que le module apporte justement une sorte d'ouverture vers l'extérieur. En tout cas, le terrain qu'on a ici à Forêt est vraiment magnifique. Donc ils préfèrent vivre dans le module plutôt que de trouver éventuellement à l'avenir un futur appartement, quoi. Oui, c'est ça. Pour certains, pour d'autres, ça peut servir de tremplin. Donc ils sont très contents de sortir de la rue, ça leur permet de se mettre en sécurité, et ça leur permet surtout de se remettre en cheminement pour trouver un logement, alors on va dire plus classique. Donc on a vraiment les deux, mais même si, par exemple, au tout début de l'expérience, donc il y a 3 ans, quand on a placé les 2 modules ici à côté du pont Van Praat, il y a une personne qui est restée 3 mois, et c'est vrai qu'elle n'a pas
spécialement apprécié son expérience en module et trouvé ça trop petit. Mais c'est à 26 mètres carrés, on rappelle, c'est ça. C'est quand même 26 mètres carrés. Mais voilà, pour elle, c'était pas ce qu'elle voulait. Mais ça lui a permis, durant les 3 mois où elle est restée là, d'être en sécurité et de pouvoir trouver un autre logement. Et ce qu'elle a fait, donc ça a servi de tremplin, en fait. Tremplin, tout à fait. Ouais. Toi, d'abord, pour reprendre sa vie en main, c'est le principe, évidemment, de ces logements. Mais encore faut-il trouver un terrain, vous l'avez dit, et aussi un permis d'urbanisme pour l'installer, il faut le souligner. Vous êtes passé par là, du coup, on imagine, à Bruxelles. Oui. Et ça a été un peu la croix et la bannière au début. Racontez-nous un petit peu. C'était ça, il fallait d'abord trouver un terrain pour pouvoir mettre. Donc, comme c'était tout nouveau, il y avait encore très peu de partenaires ou de propriétaires terriens qui voulaient nous faire confiance. Puis finalement, donc c'était il y a plus de 3 ans maintenant, CityDev a accepté de nous donner vraiment un petit terrain. On a pu mettre 2 modules à cet endroit-là. Et des démarches à faire pour tout ça, ou ça va, ils ont été compréhensifs et ça s'est fait Oui, en fait, on signe des conventions d'occupation temporaire. Donc c'est temporaire, ok. Oui, c'est temporaire à chaque fois. Donc par exemple, sur le terrain forêt aussi, c'est de 2 ans en 2 ans. Donc c'est reconductible. Et en fait, en général, à Bruxelles, il reste plus beaucoup de terrains disponibles. Oui. Donc souvent, les terrains qui sont encore disponibles, c'est souvent en attente d'un futur projet immobilier. Donc nous, ce qu'on voulait valoriser, c'était de montrer aux promoteurs immobiliers qu'on pouvait valoriser ce terrain. Donc en attente de toutes ces longues procédures administratives, on peut déjà en faire quelque chose. Et souvent, il y a un côté quand même très positif pour eux, parce que ça peut éviter les dépôts clandestins, ça amène quand même une sorte de sécurité, parce qu'il y a des gens qui sont là, on entretient aussi le terrain. Et est-ce que les tiny houses sont reconnus comme des logements ? Oui, donc maintenant, nos modules, enfin les tiny houses, sont reconnus comme du logement. Donc on a reçu un permis d'urbanisme pour cet habitat modulaire. Et c'était la première fois en région bruxelloise que la commune de Forêt octroyait donc un permis d'urbanisme pour de l'habitat modulaire. Donc c'est tout nouveau. Justement, par rapport à la commune de Forêt, comment a été accueilli votre projet ? Mais assez positivement, et ça c'est vraiment très très chouette, et c'est grâce à ça qu'on a réussi à aller jusqu'au bout du processus, qui était quand même assez compliqué parce que c'était nouveau pour tout le monde. Donc pour nous, on devait, et en tout cas pour notre architecte aussi, il fallait un peu s'en sortir dans toutes les règles et tous les formulaires possibles. Comme il n'y a pas vraiment un formulaire type pour l'habitat léger, parce que c'est pas reconnu encore à Bruxelles l'habitat vraiment léger, on a dû un peu jongler, mais heureusement la commune de Forêt était très ouverte. Et donc on a pu discuter, on a pu avancer, et on a pu justement trouver toutes les motivations à certaines dérogations qu'on devait mettre en place. Donc ça a bien fonctionné, on est vraiment très 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 content. Donc chapeau à la commune de Forêt. Est-ce que vous sentez que d'autres communes pourraient être intéressées par ce genre de modulaire ? On sent là maintenant vraiment un peu un déclic comme ça, parce que voilà, c'est encore tout nouveau, c'est encore une nouvelle expérience, mais maintenant qu'on a des partenaires qui nous font confiance et que le projet, donc on a déjà déménagé des modules sur un nouveau terrain, on a déjà un nouveau terrain, on sent qu'il y a quand même un peu un changement de paradigme et de mentalité par rapport à ça. Et donc oui, on a été contacté par d'autres communes, et donc là par exemple le prochain terrain, ce sera à Neder-Overenbeek, sur un terrain du CPS de Mille-Bruxelles. Et voilà, donc on sent que maintenant eux aussi s'intéressent à ça et se disent pourquoi pas, autant valoriser le foncier qui n'est pas utilisé et autant que ça serve à quelque chose d'utile et de social. Donc en tout cas, ça reste apprécié. Et heureusement, pour l'instant, il y a 6 logements modulaires à Forêt ou dans Bruxelles ? Oui, dans Bruxelles. Pour le moment, on en a 6 parce que donc on était sur un subside de Madame Frémaux, qui était ministre du Logement à l'époque. Et donc voilà, on a pu construire les 6 modules grâce à ce subside et aussi grâce à des dons de fondations. Et en fait, le tout premier, on l'a quand même acheté sur fonds propres. Sur fonds propres, d'accord. On n'avait pas vraiment le choix, c'était pour montrer que c'était faisable, donc on l'a acheté sur fonds propres. Puisqu'on est sur la question monétaire, combien ça coûte à la construction un modulaire ? Pour le moment, comme les prix des matériaux n'arrêtent pas d'évoluer, c'est très compliqué de donner vraiment un chiffre précis. Mais pour le moment, on se situe aux alentours de 45 000, 50 000 euros quand même pour un module. Mais voilà, on cherche des solutions pour faire diminuer le prix, surtout le prix de la main-d'œuvre qui est quand même assez élevé. Oui. Et donc, par exemple, là dernièrement, donc, on a commandé 3 modules. Et sur les 2 derniers, il y a des formations qui ont eu lieu pendant la construction. Donc c'était ouvert à des personnes qui voulaient apprendre à se former, donc justement comment isoler une ossature bois, comment faire un peu de plomberie, comment faire un peu d'électricité, parce que c'est assez pratique, comme ça a une petite maison, donc en fait tout est c'est complet, mais c'est en tout petit, donc on apprend très vite les bases. Et donc grâce à ces formations-là, donc les gens venaient quand même et payaient ces formations, ça nous a permis d'économiser quand même pas mal d'argent en main d'œuvre. Et donc sur les fonds financiers, donc vous avez des subsides, c'est bien ça, vous avez des fonds propres ? Oui. Subsides et fonds propres et quand même aussi pas mal de donations, mais pour la SBL en général, pas spécialement dédié au projet module.
Peut-être qu'on va évoquer aussi les origines de ce projet des maisons modulaires. On l'a dit, ce projet est né, mais est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier? C'est ça que je voulais savoir. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Un déclic pour le module spécifiquement Oui, ou pour ou même à Bruxelles. À Bruxelles. Dans l'idée, j'en ai parlé, dans l'idée d'infirmier de rue, c'était vraiment de pouvoir créer nos propres logements, en fait, d'en être propriétaire et pour pouvoir placer nos locataires plus rapidement et ne pas devoir attendre de dépendre justement des marchés publics ou de la mise à disposition d'autres. C'est intéressant à rappeler parce que ce que j'ai découvert justement, Maxime, dans mes recherches, c'est que vous aussi, vous avez vécu dans une maison modulaire en plein cœur de Bruxelles. Comment vous, dans ce cas-là, vous avez venu cette idée? Ah oui, alors nous, l'idée de la Tiny, c'était donc avec mon épouse, on voyageait en Australie à l'époque. C'est ça. Et donc on réfléchissait un petit peu à ce qu'on allait faire en rentrant en Belgique. Et puis en discutant avec d'autres voyageurs et puis en faisant quelques petites recherches, on est tombé sur la Tiny House. Et ça nous a vraiment beaucoup plu parce que à ce moment-là, on était vraiment aussi en mode voyage. Aussi, oui. On était en caravane pendant quasiment un an. Donc en fait, on était déjà habitué à ces petits habitats. Et donc on s'est dit, mais tiens, ce serait génial vraiment de construire notre Tiny. Donc on s'est lancé dans la construction. Et en fait, c'est ça aussi l'idée, c'est que pour nous, on voulait rester sur Bruxelles, ce qui est parfois un peu bizarre. Et les gens, en général, quand ils entendent tiny house, c'est souvent à la nature, partir. Retour à la nature. Et c'est ce que j'ai entendu aussi de la bouche de certains politiques ici à Bruxelles. Je tairai le nom. Mais c'était un peu ça. Et nous, en fait, on voulait montrer le contraire. On voulait montrer que l'habitat léger a aussi sa place. En fait, a toute sa place en ville. Parce que ça permet d'avoir un autre rapport au logement avec notre tiny house qui faisait 16 mètres carrés, donc en fait qui n'était pas reconnu par le code du logement. En fait, c'était ça le plus gros problème. Donc plus petit que les 26 mètres carrés actuels. Oui, on était trop petit que pour être considéré comme salubre et donc légal. D'accord. Parce que quels sont les critères justement? Les critères, les 3 gros critères, souvent là où ça coince, c'est donc la surface minimale carrée au sol. Donc il faut normalement 26 mètres carrés au sol. Il faut normalement une hauteur sous plafond de 2,50 m sur quasiment toute la partie du logement. Vous l'aviez pas? Si, on l'avait, mais on avait des mezzanines. Donc en fait, sur quasiment plus de la moitié de la tiny, on avait des mezzanines qui étaient à 2 mètres de haut, et donc ça passe pas. Et la mezzanine faisait moins d'1 mètre de haut aussi, donc c'était vraiment juste pour aller dormir, par exemple. Donc voilà, c'était pas considéré comme une chambre ou comme une extension, donc ça comptait pas dans les mètres carrés. Et l'autre gros souci, c'est aussi il faut être raccordé aux égouts, obligatoirement. Sauf que nous, on avait fait le choix de d'avoir une toilette sèche. Oui. Et ça a très bien fonctionné pendant 2 ans. Plus écolo en plus. Oui, c'était beaucoup plus écolo. Enfin, en tout cas, pour nous, c'était vraiment dans nos convictions et on voulait promouvoir ça. Mais aux yeux de la loi, en tant que tel, pour le moment, à Bruxelles, on ne peut pas faire caca dans un pot. Excusez-moi l'expression. Non, vous avez raison de dire ça. Du coup, par rapport à vous, donc voilà, vous rentrez d'Australie, vous arrivez à Bruxelles. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez trouvé un endroit où vous avez dit tiens, je vais me poser ici, on va construire ici, c'est ça? Oui, bon là pour ça, on avait vraiment énormément de chance. C'est que mes parents ont un terrain qui jouxte la maison familiale. Donc en fait, c'était assez facile de venir installer la tiny house. On a ouvert la barrière, on a fait rentrer la tiny. Mais c'était l'autre problème, c'est qu'on était très visible et donc il n'a pas fallu une semaine pour que la commune s'en rende compte et nous tombe dessus et commence déjà les démarches. Donc on les a rencontrés, on a discuté, on a essayé d'expliquer tout ça. Mais le problème, c'est que comme les règles n'étaient pas faites pour nous, on ne savait pas se régulariser. La commune a suivi les règles et donc c'est comme ça qu'on a reçu des avertissements et puis ensuite un PV d'infraction urbanistique qui a été renvoyé à la région et puis finalement la région est revenue vers nous avec une amende quand même assez salée parce que ils voulaient mettre fin à l'infraction. En fait, c'est ça le principe des PV urbanistiques et donc pour nous la dernière solution c'était de partir et donc on a enlevé la tiny pour éviter de devoir payer cette amende. Ok, donc vous l'avez enlevé et par la suite vous avez dit tiens, on va quand même continuer ce projet et essayer de le développer. C'est bien ça, c'est comme ça que vous avez rencontré les infirmiers de rue? Oui, en tout cas, moi, personnellement, c'était vraiment ça. Moi, j'avais envie de continuer dans l'habitat léger. J'étais en train, justement, de travailler de mon côté avec des amis pour pouvoir développer des petits villages modulaires sur Bruxelles. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le projet d'infirmiers de rue, que j'ai contacté. Et ça tombait bien. Ils cherchaient justement quelqu'un pour s'occuper de leur module. Et donc, voilà, ça a tout de suite matché. Ça a bouclé la boucle, quoi. Oui, non, exactement. Et sur l'habitat léger, vous m'avez dit en off que c'est reconnu, par contre, mais pas en région bruxelloise, mais en Wallonie, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc maintenant, depuis 2-3 ans, l'habitat léger est mieux encadré. Donc il y a des cadres légaux par rapport à ça. Donc il y a des permis d'urbanisme qui sont maintenant délivrés pour de l'habitat léger. D'accord. Et donc c'est quelque chose qui est jouable, mais après la commune reste toujours maître de ce qu'elle décide ou pas. Elle peut encore décider de... Oui, c'est ça. Ok. Donc après, vous intégrez les infirmiers de rue. Concrètement, quel est votre quotidien aujourd'hui aux infirmiers de rue?
Ce qui est vraiment très chouette, c'est que mon quotidien n'est jamais le même. C'est que ça change. C'est un luxe aujourd'hui. Ouais. Donc pour le moment, je suis occupé à préparer l'inauguration de demain. Donc je cours un peu partout, on vérifie que tout soit bien. En plus, on a l'entrée en logement d'un locataire cet après-midi. Donc là, il est en train de signer son bail chez une agence immobilière sociale. Parce que ça aussi, j'ai oublié de préciser, mais donc nos locataires passent par une agence immobilière sociale pour le contrat de bail. Et sinon, c'est pas mal de rencontres et de discussions justement avec des propriétaires terriens ou avec les communes, essayer de faciliter. Et puis après, il faut essayer de consolider la démarche de construction. Donc là, on en avait trouvé des constructeurs qui nous ont fait 3 modules. Mais voilà, pour le moment, on ne sait pas trop si ça va continuer ou pas. On ne sait pas encore si on va trouver de l'argent. Donc d'un côté, il y a beaucoup. Il faut trouver de l'argent. Il faut trouver. Mais en tout cas, c'est avec votre expérience personnelle que justement vous proposez aujourd'hui, vous l'appliquez en quelque sorte chez les infirmiers de rue. C'est quand même beau. Ah oui, non, pour moi c'est génial, c'est un rêve. Peut-être un petit mot sur justement la SBL, les infirmiers de rue. Pour terminer, le but c'est de mettre fin, on le rappelle, au sans-abrisme. Quelles sont les différentes missions et les différents moyens d'action qui sont propres justement aux infirmiers de rue ? Donc infirmiers de rue, vraiment la mission principale, c'est d'aller vers les personnes sans abri les plus précarisées. Donc ce serait un peu, on pourrait s'imaginer qu'elles ont déjà essayé toutes les autres associations, toutes les autres formes d'aide à Bruxelles, et ça n'a pas fonctionné. Donc vraiment l'objectif pour nous, c'est de montrer que si on arrive à sortir cette personne-là dont tout le monde a dit non mais c'est impossible, si on arrive à la sortir, on peut prouver que n'importe qui peut sortir de la rue. Et c'est ce qu'on a déjà réussi à prouver. Donc maintenant, en fait, depuis quelques années, on dit voilà, c'est possible de mettre fin au sans-abrisme et il faut vraiment que tout le monde, toute la société se mette derrière ça pour vraiment, on peut y arriver. On sait sortir ces gens-là de la rue. Et on s'est vraiment rendu compte depuis quelques années aussi, c'est que ça passe par le logement. Le logement est vraiment un besoin fondamental. Et donc c'est là maintenant où on fait aussi toute une série d'actions, de plaidoyer auprès des politiques, auprès des communes, auprès aussi des citoyens, en disant il faut qu'on ait plus de logements pour pouvoir loger ces personnes-là. Tout à fait. Et vous évoquez la classe politique. Est-ce que vous sentez qu'elle est assez attentive à la question du sans-abrisme ? Ouais, ça c'est la petite question un peu pointue. Oui, quand on les rencontre et qu'on leur parle que c'est possible, on leur parle de moyens d'action justement à mettre en place, on les sent assez réceptifs, mais les actions ne suivent pas toujours. Ouais. Là, par exemple, c'est toujours un peu délicat de parler de ça, mais c'est vrai qu'on voit que pour la crise des migrants ukrainiens, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place très rapidement, des fonds qui ont été levés, et on se demande tous un petit peu, mais pourquoi ça n'a pas été fait pour les autres ça a souvent migrants. été dit et rapporté justement. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a une pétition qu'on peut signer pour ça, justement, le 2 poids 2 mesures par rapport à l'accueil des migrants ou par rapport aussi au fait de s'occuper de personnes en rue. Ce ne sont pas tous des personnes qui n'ont pas de papier ou qui sont là. Enfin, il y a aussi des Belges qui sont là et qui sont en rue et qui ont besoin d'aide. Voilà. Et nous, on pense et on sait que c'est possible de les sortir de là. Donc maintenant, il faut se donner les moyens. Bon, on vous souhaite en tout cas le plus grand courage. Peut-être un dernier mot, Maxime. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à nos auditeurs ? Nous, en tout cas, on espère que ce projet va pouvoir continuer dans Bruxelles, qu'on va pouvoir trouver. On a déjà deux nouveaux terrains où on va pouvoir installer des habitats modulaires. Maintenant, si les auditeurs ont un terrain disponible ou connaissent quelqu'un qui connaisse quelqu'un, on est évidemment preneur. C'est vrai qu'au moins pour l'habitat modulaire, c'est que c'est très visible. Donc en fait, ça matérialise très fort ce besoin en logement. Mais évidemment, on recherche toujours des appartements plus classiques, des maisons et autres pour pouvoir accueillir toutes ces personnes-là. Donc, et un appel aux dons est aussi possible ? Oui, d'ailleurs, à partir de demain, nous allons lancer un crowdfunding pour financer un prochain module. Donc voilà, on est toujours en recherche de fonds pour continuer le projet. Donc vous pouvez vous rendre sur le site infirmierderue.org pour faire un don. Le message est passé. Merci beaucoup Maxime Bonnard d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes modulaire chez Infirmiers de Rue. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Chers auditeurs, petite pause et on revient juste après pour la suite du Carrefour de l'info. À tout de suite.